Je suis ravi de vous accompagner sur un autre processus que celui que je vais vous présenter, qui est le processus de digestion. Donc ça, c'est votre partie. Moi, c'est le processus de visa, des rapports et délibérations. Je m'appelle Nils Randria Manantena, je suis directeur de projet RH à la région des Pays de la Loire. Je suis aussi auteur d'un nouveau blog qui s'appelle le blogdumanager.com. Un petit peu de pub au passage. Mais ce n'est pas cette histoire-là que je vais vous raconter. En fait, j'ai 10 minutes pour vous raconter une autre histoire, celle de mon arrivée en tant que chef du service des assemblées à la région des Pays de la Loire en 2016. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès mes premiers mois, je me suis rendu compte d'un certain nombre d'irritants qui causaient de véritables problématiques managériales au sein de mon équipe. J'avais face à moi une équipe usée, démobilisée. Je caricature à peine, hein, c'était vraiment une situation assez problématique. Et j'ai assez rapidement compris que c'était lié à des problèmes de fonctionnement de l'organisation à l'époque, des retards systématiques de la part des services partenaires, des erreurs systématiques de session en session qui n'étaient pas corrigées, avec du coup toujours le sentiment de refaire la même chose. Et puis aussi globalement un système d'information qui était notre outil de travail et qui était globalement obsolète, puisque ça faisait une dizaine d'années qu'il était en place et que voilà, ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas été remis à jour. Donc au final, j'avais le sentiment d'être, merci, un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Bill Murray, Un jour sans fin. C'est un journaliste qui revit toujours la même journée. C'est un cauchemar absolu, et c'est un petit peu le sentiment que j'avais au bout de quelques mois. Alors, avant de continuer mon histoire, je vais faire une petite mise au point pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du fonctionnement d'un service des assemblées. Le service des assemblées, dans une organisation, que ce soit une collectivité, un établissement, etc., est en charge de l'organisation de la vie délibérative, en l'occurrence de la collectivité. En termes d'organisation, il s'agit aussi d'avoir une mission fondamentale qui est celle de la sécurisation juridique de la collectivité, et en particulier de tous les projets, tous les dossiers qui sont remis aux élus et sur lesquels ils doivent voter, tout simplement. Donc, il y a des termes différents d'une entité à une autre. Nous, on appelle ça des rapports de la présidente, des rapports et des projets de délibération. Parfois, on appelle ça des exposés des motifs. Enfin, voilà. C'est un peu comme des projets ou des propositions de loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc ça, c'est notre matière, et c'est cette matière qu'on doit sécuriser. Et il y a une autre dimension qui est qu'un service des assemblées, c'est un service qui est finalement au cœur de l'information dans la collectivité, puisque cet outil, en fait, n'est rien d'autre qu'une information qui éclaire suffisamment l'élu pour que le jour J, il puisse voter en connaissance de cause. Donc il y a cette dimension vraiment quasiment de philosophie, de démocratie, d'information aux élus, qui est aussi un ADN d'un service des assemblées. Et il y a un enjeu juridique qui est extrêmement fort, et c'est ça mon histoire, c'est un délai réglementaire fixé par le CGCT entre l'envoi de ces documents aux élus et le jour où ils votent. Tout simplement parce qu'il faut qu'ils puissent travailler sur ces rapports, il faut qu'ils puissent s'informer suffisamment pour ensuite voter le jour J. Voilà, je simplifie un petit peu. Et alors, maintenant, je vais vous demander de vous imaginer un soir à Nantes, en décembre. Il fait super froid, il y a du vent. En plus, je suis sûr que ce jour-là, il pleuvait, ce qui arrive très très souvent à Nantes. Et on était là avec mon équipe, grosso modo une quinzaine de personnes. J'avais demandé aussi aux collègues de l'informatique de venir, parce qu'on était typiquement un de ces jours, un de ces fameux jours où on doit envoyer les rapports aux élus. Et la conséquence juridique, j'ai oublié de le préciser, mais si les rapports ne sont pas transmis dans ce délai réglementaire, eh bien les décisions, le jour J, ils sont frappées d'illégalité. Il peut y avoir, avec toutes les conséquences que vous connaissez, déférés au tribunal administratif par le contrôle de légalité, etc. Donc vraiment le truc impensable. Il était 22h. Et on avait jusqu'à 23h59 pour envoyer tous ces rapports. Eh bien, ce jour-là, j'ai vu dans les yeux de mes collaborateurs de la fatigue, de l'usure, de l'angoisse. Et là, je me suis dit, c'est plus possible.
il faut faire autrement. Et alors, je me suis souvenu d'une discussion que j'avais eue quelques semaines auparavant avec, alors peut-être certains d'entre vous vous le connaissez dans la région, puisque aujourd'hui il s'occupe de l'innovation en région Occitanie, Antoine Foucault, qui à l'époque le faisait à la région des Pays de la Loire. Et il m'avait dit, tu sais Niels, l'innovation, c'est pas que de la pâte à modeler, des post-it et des politiques publiques, ça peut aussi te servir, parce que l'avantage avec l'innovation, c'est que tu embarques vraiment tout le monde. Et donc, tu n'es plus tout seul à frapper des points sur la table. Et alors, du coup, ce soir-là, ça m'a trotté vraiment dans la tête. Et le lendemain, je vous raconterai tout à l'heure si on a réussi à les envoyer ou pas, ces fameux rapports, si j'ai réussi à garder ma place. Mais le lendemain, on s'est lancé dans la démarche. Et c'était particulièrement important parce que, en fait, ces rapports et délibérations qui matérialisent l'information aux élus, en fait, c'est toute une chaîne de production. Et mon service, le service des assemblées, n'est qu'un rouage dans cette machine, qui arrive en bout de chaîne, certes, mais il participe énormément de monde à cette fabrication de l'information. Il y a les directions qui portent des politiques publiques, qui écrivent les dispositifs, qui les inventent. Il y a la direction générale qui apporte son contrôle aussi sur les rapports. Il y a évidemment le cabinet qui apporte un œil politique. Et puis mes collègues du juridique, des finances, qui apportent aussi leur contribution. Donc vraiment toute une chaîne de production. L'avantage de l'innovation, c'est que du coup, on pouvait se reposer sur la force du collectif. Et c'est là-dessus qu'on est parti. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur la démarche parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin. Et c'est une illustration finalement d'une démarche de design thinking qui a été mise en place par mes collègues de l'innovation qui nous ont vraiment porté tout le long du projet. Ce qui est important dans cette démarche, justement, ça a été le fait d'avoir un groupe projet qui soit composé de représentants de toute cette chaîne de production. Et ça a été très important pour nous parce que, à travers toutes ces fameuses phases du design thinking, d'immersion, on en parlait ce matin, de prototypage, et puis avant ça d'idéation, de problématisation, tout ça a été fait de façon vraiment collective et tout le monde était finalement responsabilisé sur les marges de progression et le plan de progrès à adopter. Alors, je vais passer du coup directement aux résultats de cette démarche. Pas tout de suite, le petit lapin, merci. Non, parce que je vous regarde, parce que je vous parle aussi du coup, mais c'est vrai que ça prête à confusion. Dommage que ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Ouais, bon, c'est pas grave, on va faire sans. Le résultat, donc 3 chantiers de rénovation que nous avons réussi à mettre en place grâce à cette méthode. Alors, le premier chantier, il va vous paraître peut-être un peu trivial, mais c'est l'idée d'une relation partenariale renforcée. Parce que jusqu'à présent, les contacts entre mon service, les collègues du juridique, etc., les directions porteuses de politique publique se faisaient essentiellement par échange de mails ou par téléphone. Ce qui est très bien, mais on s'était rendu compte à travers la démarche que c'était une des raisons pour lesquelles on ne capitalisait pas suffisamment, par exemple, sur nos observations, les erreurs qu'on pouvait mettre en avant, etc., etc. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est tout bonnement des rencontres physiques avec les collègues du juridique des finances. Et on est allé direction par direction, une fois par semestre, rencontrer les directions de politique publique pour échanger sur nos problématiques respectives, sur pourquoi est-ce qu'on corrige tel mot. C'est pas anodin, c'est que derrière, ça a des conséquences juridiques importantes. Voilà, ce genre de choses. Et de leur côté, ça leur permettait de nous faire part aussi de leurs projets, de leurs difficultés. Et puis, on l'oublie aussi, mais on l'évoquait tout à l'heure, d'humaniser ce processus, cette chaîne de fabrication. Le deuxième projet chantier qu'on a mis en place à la suite de cette démarche, alors là, c'est très important dans la chaîne de production d'informations dans une organisation, d'ailleurs, quelle que soit sa taille, ça vaut tout à fait pour les petites organisations aussi, c'est qu'il y a la question des jalons dans le calendrier, ces fameux rétro-planning qu'on doit respecter. Les nôtres étaient absolument pas respectés, ça s'est amélioré depuis, heureusement, tout ça n'aura pas été vain, mais on s'est rendu compte que la raison essentielle pour laquelle ces rétro-plannings n'étaient pas compris,
La raison pour laquelle les jalons n'étaient pas respectés, c'était tout simplement que les collègues ne les comprenaient pas forcément. On s'est même rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément au courant de l'existence de ces rétroplanning, ce qui nous paraissait au SA complètement fou. Et donc là, on a fait tout un travail à la fois de pédagogie réciproque pour expliquer voilà, pourquoi il y a telle ou telle date dans le calendrier qui est importante, et puis également un travail d'harmonisation de tous nos calendriers opérationnels, juridiques, etc., etc. Donc un gros chantier. Et je termine du coup par sans doute le chantier qui aura été un chantier mastodonte, ça a été celui de remplacer l'outil informatique qui nous servait vraiment d'outil de travail au quotidien. On s'était rendu compte tout simplement que ça n'était pas seulement un irritant pour mon équipe, mais c'était un irritant pour l'ensemble de la collectivité qui utilisait également cet outil. Donc ça, c'est devenu un projet en soi et qui a été conduit cette fois-ci par les collègues du numérique. Alors maintenant, on va pouvoir passer au petit lapin, parce que pour conclure mon intervention, je voudrais partager avec vous 3 enseignements que j'ai retirés à titre personnel de tout ce projet. Eh bien, c'est la question du temps. On en parlait beaucoup ce matin, il était question d'agir sur un temps court, etc. Bon, pour diverses raisons, ce projet a été assez long, notamment parce qu'il y avait énormément d'acteurs autour de la table. C'est un projet qui a commencé, on a commencé à en parler du coup fin 2016, et il s'est achevé en 2018, donc grosso modo 1 an et demi. Et puis, quoi d'autre? Oui, le projet numérique, lui, il a été mis en place qu'en 2019. Donc ça peut paraître long, c'est très long, c'est trop long, mais voilà, c'est comme ça. Et ce qui est compliqué, bon, au début de ma présentation, en fait, je vous parle en tant que manager, et je ne suis pas du tout un expert du knowledge management, mais l'idée, c'est que j'avais une problématique managériale à la base, et c'est ça que j'ai voulu résoudre. Et d'un point de vue management, le fait de garder de la motivation intacte chez les agents alors que les irritants sont toujours là pendant 1 an et demi, c'est très compliqué. Et là, il y a un rôle fondamental du manager qui est celui de garder cette vision, ce cap mobilisateur et fédérateur sur ce que pourrait être l'organisation demain. Et quand il y a en plus du turnover qui vient compliquer les choses, c'est compliqué, mais ça, j'ai vraiment appris que c'était quelque chose de fondamental, ce cap fédérateur. Le deuxième enseignement que j'en retire à titre personnel, c'est celui du sponsoring. Bon, je suis sûr que quand vous avez lu le programme, vous vous êtes dit, bon, voilà, le processus de visa, c'est pas forcément le truc le plus sexy du monde. D'ailleurs, merci de l'avoir placé juste après la pause déjeuner, parce que ça, c'est vraiment un challenge. Et en fait, c'est vrai que c'est pas sexy. Et à la base, c'était un réel questionnement. Je ne savais pas comment embarquer les gens dans ce projet. Et le fait d'avoir une démarche d'innovation, forcément, ça rend les choses beaucoup plus sexy. Et à l'époque, le laboratoire d'innovation que j'évoquais plus tôt dans ma question, qui s'appelle l'Absolu, se construisait. Et donc, il y a une conjonction là d'intérêt d'avoir un projet structurant et long, et à la fois, pour moi, des porteurs qui me permettaient d'avoir une meilleure communication aussi, un meilleur marketing, n'ayons pas peur des mots, sur ce projet qui est quand même hyper aride à la base. Et dans ce sponsoring, ce qui est essentiel, c'est d'avoir le soutien de la direction générale, parce que sur un projet qui touche au fondament, en fait, au fondement, c'est ça. Au fondement de la prise de décision de la collectivité, la direction générale, c'est indispensable. Et l'innovation, deuxième strate de sponsoring, en quelque sorte, permet d'avoir, grâce à ce groupe projet qui réunit l'ensemble de la chaîne de production, des ambassadeurs dans toute la collectivité. Et ça a été aussi vraiment un facteur clé de succès. Dernier enseignement, alors oui, j'ai mis une photo du Dr House parce que j'aime bien le personnage, mais en termes managériels, ce n'est pas forcément ma philosophie. Et ce que j'ai apprécié avec cette démarche de design thinking et d'innovation que, pour le coup, je découvrais, c'est le respect de l'organisation,
Tout simplement parce que, on l'a dit, on l'a redit, mais je pense que c'est important de l'appuyer, c'est une démarche qui met en valeur et qui respecte le patrimoine des savoirs des agents. Et ce sont eux les experts, en l'occurrence, sur ce projet interne. Et ça a été vraiment d'un point de vue philosophie du management et de la façon dont on conduit nos projets, quelque chose de très gratifiant au final. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on a réussi à envoyer ces rapports ce fameux soir.